C'est bon, vas-y. Abdulaziz? Allô? Oui, vas-y, on t'entend, on t'écoute. D'accord. OK. Désolé pour la qualité du son. Donc, je disais tous les que... jours, tu as les problèmes de qualité. Il faut que tu trouves une bonne connexion. Tu n'as pas un modem dans ton bureau? Je suis à Thiès et on n'a pas de modem chez nous. Ah, Thiès. Non, un modem partout. Non, il faut chercher ton modem à toi que tu gardes dans ton bureau pour tes réunions, tes activités. Un enseignant doit être autonome, ne peut pas dépendre du modem de l'hôpital. Hein. Non. C'est carrément mon dispositif à moi qui est problématique, en fait. Ah, d'accord, ok. Non, vas-y, on t'entend, vas-y. Voilà. Donc, en fait, mes contributions, c'est plus sur la forme, mais sur le fond, en tout cas, il y a beaucoup d'informations qui me paraissent assez intéressantes et bien structurées. Donc, sur la rubrique diagnostic positif, je pense que c'est important de rappeler que le diagnostic, c'est un diagnostic d'inspection, tout simplement. Et elle est basée sur l'appréciation de 3 groupes de paramètres, les anomalies du rythme, la présence ou non de la cyanose et la présence de signes de lutte respiratoire. Et en cela, il faut aider les uns et les autres à identifier les différents types d'anomalies qu'on pourrait rencontrer, notamment au niveau du rythme respiratoire, et donner des définitions là-dessus. Donc, les tachypnées, les bradypnées, les pauses et les apnées. À quoi ça correspond? Parce que, en fait, ça peut aider aussi pour l'appréciation de la gravité de la situation. Donc, sur cette partie de diagnostic positif, c'est ça. Bon, sur le score de Silverman, il n'y a pas de problème. Et puis après, ils nous ont juste après mis une conduite ATP. C'est très bien. Maintenant, juste après ça, logiquement, on doit avoir un diagnostic de gravité pour apprécier au départ la situation. Donc, elle va être basée sur la sévérité des signes respiratoires, sur la présence ou non d'atteinte multiviscérale, et ensuite sur le terrain, le patient lui-même, c'est-à-dire s'il y a une prématurité, s'il y avait des malformations qui ont été identifiées. Et c'est ce qui va nous permettre parfois de réajuster les modalités de ventilation qui seront choisies. Donc, le troisième élément qui vient après, finalement, c'est le diagnostic étiologique. Et là, il faut un interrogatoire, examen physique, des examens paracliniques. Et après, on a le choix, soit classer les étiologies selon le délai d'apparition ou les classer par organe ou les classer par fréquence. Maintenant, d'autant plus qu'il y a des pathologies qu'on peut retrouver en salle de naissance qui, quelques jours après, il n'y en a plus. Par exemple, la détresse respiratoire transitoire, c'est de la salle de naissance à quelques heures, 8 heures tout au plus. Mais si c'est correctement pris en charge, logiquement, ce ne sont pas des pathologies qu'on retrouverait quelques jours après. Donc, je pense qu'on peut utiliser ces éléments-là. On a par exemple certaines pathologies, notamment la maladie de Manganiello, qui est certes plus fréquente chez le PREMA, mais qui pourrait aussi, comme on l'a dit, exister chez d'autres patients, mais essentiellement, on va les centrer chez le PREMA. Et puis, de notre côté aussi, sur les malformations cardiaques, je pense que c'est important de rappeler que là, il peut se manifester dès la salle de naissance et parfois il y a des intervalles libres de normalité. Avec le bébé, il s'adapte bien quelques heures, voire quelques jours après. Il commence par développer une détresse respiratoire dont la caractéristique essentielle, c'est qu'il s'améliore peu sous oxygénation ou il s'améliore carrément pas du tout. Donc, à partir de ce moment-là, il faut commencer à envisager la possibilité d'une cardiopathie congénitale. Et donc, le dernier élément dont je voulais parler par rapport à cela, c'est la place de l'échographie cardiaque dans la prise en charge des détresses respiratoires. En fait, il a un double rôle. À la fois, il va nous aider à surveiller la gravité de la situation,
c'est-à-dire que voir l'adaptation du myocarde à l'effort, la contractilité myocardique, les pressions, en particulier les pressions pulmonaires, même si au départ, il n'y a pas une cardiopathie congénitale sous-jacente, mais ça peut se répercuter sur le cœur et entraîner une insuffisance cardiaque secondaire. Et donc, c'est un élément important pour la surveillance. Le deuxième rôle de l'échographie, naturellement, c'est rechercher une cardiopathie congénitale sous-jacente. Donc, ça, normalement, ça devrait être disponible dans les unités de néonatologie. On devrait apprendre les pédiatres, tous les pédiatres notamment, à pouvoir regarder un cœur, mesurer les pressions, même si on ne le fait pas de façon très, très poussée, mais à la base, n'importe quelle personne pédiatre qui travaillerait en unité de néonatologie devrait apprendre à regarder ces éléments-là. Pour le reste, sur la ventilation, comme vous l'avez dit, en fait, une fois qu'on a vu la sévérité de la détresse respiratoire, elle nous permet dès le départ de commencer par un mode de ventilation. Quand on voit que c'est une détresse respiratoire minime, on peut commencer par des lunettes. On peut commencer. Si on voit que c'est une détresse respiratoire sévère ou qu'on a déjà d'emblée des signes d'épuisement ou bien un patient qui est très précaire, un extrême prémat, il faut d'emblée intuber c'est la patient et l'oxygéner. Maintenant, c'est l'amélioration de la détresse respiratoire et de l'ensemble de l'hémodynamique et des autres organes du patient qui permettront de passer d'un mode ventilatoire à un autre. Donc, si on l'avait intubé, sédaté, on voit qu'il s'améliore au bout de quelques heures, quelques jours, on peut déjà commencer par réduire le niveau d'oxygénation, donc la FiO2 par exemple, baisser les pressions et progressivement redescendre à la CPAP, puis après terminer par les lunettes. Par ailleurs, si on voit par exemple qu'on avait commencé par des lunettes d'oxygène, on voit qu'il ne s'améliore pas suffisamment. On augmente la FiO2 jusqu'autour de 30-40%. Là, ça veut dire que ce n'est pas suffisant. Il faut passer au mode ventilatoire immédiatement supérieur et voir. Donc, c'est quelque chose qui doit être ajusté au fil. On commence par quelque chose, mais c'est l'évolution de la qui va définir quelle modalité on va garder, dans quelle tranche. Et il y a la personnométrie qui va être aussi quotidienne, voire même plus quotidien, qui va aider dans la prise en charge. Donc, c'est ce que je souhaitais ajouter et merci à l'équipe pour la qualité du travail. Ok, merci beaucoup. Merci. Est-ce que, Dr Ndiémé, tu veux... Bon, par contre, les DS, bon, c'est difficile de faire parler les seniors et de revenir vers vous. Il faut vraiment que vous pensiez à poser vos questions. Ndiémé, avant que tu parles, peut-être il y a Liliane. Liliane. Ou bien tu veux répondre, Liliane? En fait, j'avais une préoccupation concernant la FiO2. Je n'ai pas bien compris comment varier la FiO2, comment adapter